L'entrepreneur, il n'a pas un tempérament qui est de se dire « je vais me planter ». L'entrepreneur, il doit être lucide, c'est très important, pragmatique dans ses décisions. Mais moi, je savais que je voulais faire ça. Donc il était hors de question d'aller à l'échec. Moi, je voulais y arriver. C'est vrai qu'il faut être armé moralement, psychologiquement, parce que la vie d'entreprise, c'est des montagnes russes, tout le temps. Vous vivez des montagnes russes en permanence. J'ai eu la chance, je trouve, depuis 20 ans, de faire que des choses qui me passionnent. Parfois, c'était très dur. J'ai quasiment jamais abandonné. Et je trouve que ça aussi, c'est une petite fierté personnelle. C'est de dire, face à des situations complexes, n'abandonne jamais. Bonjour Nicolas Guillaume. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes né à Besançon, vous avez grandi à Besançon, vous vivez à Besançon et vous travaillez à Besançon. Vous êtes papa d'une jeune fille de 9 ans, vous êtes séparé de sa maman. J'aurais très bien pu vous inviter pour réaliser une interview entièrement sur le thème des ferrovipates, parce que vous êtes un dingue des trains. Depuis que vous avez arrêté les études, vous avez été webmaster, développeur, puis consultant, chef de projet indépendant, avant de devenir patron. C'était il y a 10 ans, en 2015. Vous avez créé une entreprise spécialisée dans la fibre optique. On va longuement en parler dans cette interview. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se trouve ici, dans le hall d'entrée de la Chambre de commerce et d'industrie Saône-Doubs. Et ça aussi, on va en parler. Nicolas Guillaume, j'ai une première question. C'est facile à vivre d'avoir un prénom en guise de nom de famille ? Pas toujours, c'est mon nom d'usage, mais en fait je m'appelle Nicolas Guillaume Lamarre, c'est-à-dire qu'en fait je porte le nom de mon père, Guillaume, et Lamarre, ma maman, qui est son nom de jeune fille. C'est un nom auquel je suis très attaché, le nom de Lamarre. C'est un nom qui est chargé d'histoire pour moi. On va en revenir dans l'interview. Actuellement, vous êtes donc le PDG d'une entreprise qui s'appelle Netalis, une vingtaine de salariés et pas mal de projets. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous faites. Vous connaissez forcément Bouygues, Orange, Free et SFR, des opérateurs de télécommunications pour le grand public, mais aussi pour les entreprises. Eh bien, Netalis, la société que j'ai fondée il y a une dizaine d'années, c'est une société comme ces grands opérateurs, mais on va dire à échelle réduite, un modèle miniature. On possède un service client, un réseau de télécommunications, un cœur de réseau, toute l'architecture pour servir des clients 100% entreprises ou institutions publiques, ici en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté essentiellement, en Alsace et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on s'est établi il y a maintenant 3 ans. Et donc on est un opérateur de télécommunications, non pas national, mais multirégional, si je puis dire, uniquement pour le marché des entreprises. En fait, vos clients utilisent vos services des microsecondes, pendant des microsecondes. Oui, alors c'est un peu la frustration de ce métier, en fait, dans les infrastructures et les services Internet. C'est qu'en fait, sans le savoir, on nous utilise pendant quelques millisecondes pour charger des applications professionnelles, pour charger des vidéos, etc. Et c'est vrai que c'est toujours frustrant de se dire on a créé une architecture incroyable, mais les gens ne le savent pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes face à des concurrents qui sont des multinationales et qui brassent des milliards, Alors oui, c'est vrai que nos principaux concurrents, notamment Orange, qui est l'opérateur historique, anciennement France Télécom, c'est un opérateur qui fait des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Ils sont 130 000, nous on est une vingtaine, vous l'avez dit. C'est vrai que les gens se disent, mais comment c'est possible ? Eh bien, grâce à l'ouverture de la concurrence, puisqu'on est sur un marché qui est régulé par l'ARCEP, le gendarme des télécoms en France, on a la chance de pouvoir justement créer des architectures techniques nouvelles, concurrentes des grands opérateurs de télécommunications, de les ouvrir parfois aussi à d'autres opérateurs, mais surtout de les fournir à des clients finaux, entreprises ou collectivités. Alors on va revenir sur ça parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple tous les soirs de s'endormir en se disant qu'on est en concurrence avec Orange, Bouygues et SFR. Je voulais juste qu'on revienne sur le point de départ. On est ici dans le hall d'entrée de la Chambre de commerce et d'industrie à Besançon. Et c'est un lieu qui est important pour vous parce que je crois que c'est un peu le début de l'histoire, c'est ça ? La première fois où vous y êtes venu ici, c'était quand ? C'était il y a une vingtaine d'années, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais à quelques mètres de nous, il y a le lycée Julag où j'étais lycéen. Et ça me fait toujours drôle de regarder là-bas cette sortie. On est à 50 mètres. J'étais lycéen, je m'ennuyais énormément au lycée, alors que c'était un très bon lycée, il y avait des super profs. Mais je voulais créer une entreprise, et notamment dans la tech. J'avais 16 ans à l'époque, et c'est vrai que j'ai traversé, en fait, c'est une expression assez courante maintenant de traverser la rue, non pas pour chercher un emploi, mais pour moi, c'était créer mon propre emploi. Et effectivement, j'ai fait ces 50 mètres. Je suis arrivé ici même, dans ce hall où nous sommes aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière. Et j'ai demandé à des gens comment est-ce qu'on crée une entreprise. Et on m'a accueilli, on m'a dit, vous avez quel âge ? 16 ans. Bah, vous pouvez pas. Il fallait être éventuellement mineur émancipé. Donc c'était un peu plus compliqué il y a une vingtaine d'années. Depuis, tout le cadre s'est simplifié. Je suis revenu 2 ans après, à 18 ans plus un mois, où j'ai quitté le lycée et j'ai commencé ma carrière professionnelle avec bac moins 1,7. Donc vous étiez en première J'étais en première. J'étais en première STT dans un autre lycée.
Et j'ai commencé ma carrière professionnelle par une démission. J'ai démissionné du lycée pour créer en fait ma propre société, mon activité. Et me lancer comme quoi tout est possible quand on a juste l'envie. Moi j'avais cette envie qui était vraiment dans ma tête, je ne dérogeais pas à ça et je suis revenu à la CCI pour créer mon entreprise à l'époque. Alors sans trop rentrer dans les détails, j'imagine que quand on annonce à ses parents qu'on va pas aller jusqu'au bout du baccalauréat en France, donc en 2004-2005, ça doit être dur à vivre, j'imagine, pour les parents. Ça a été difficile, j'imagine, pour eux. On a une période avec ma maman chez qui j'étais qui était très compliquée. Pendant des semaines et des semaines, elle qui me voyait ingénieur, bac+5 minimum, c'était compliqué pour elle à vivre, d'avoir son fils comme ça qui se lance dans l'inconnu. Mais j'avais cette idée en tête depuis très longtemps. Et si elle vous avait dit non, passe ton bac? Elle me l'a dit, passe ton bac d'abord. La fameuse expression que tous les parents disent, je pense, dans ces cas-là. Mais je pense qu'elle a peut-être sous-estimé le fait que j'étais passionné, que je ne végétais pas, c'est-à-dire que je faisais des vraies choses pour générer vraiment de la valeur. J'avais pas du tout envie de rester derrière un écran et pardon de le dire, mais de jouer ou de faire autre chose. Moi, je voulais vraiment créer mon emploi, créer mon propre travail et vivre de cela. Alors du coup, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière pour qu'on comprenne bien à quel point c'était plus qu'une passion. Il faut qu'on comprenne le début de cette histoire. Je crois que c'est un voyage de classe. Ouais. Vous allez à la Cité des Sciences et c'est quoi, un coup de foudre ? C'est en 5e, j'étais au collège Proudhon à Besançon et on a un voyage avec la prof de techno à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et juste avant de partir en fait de cette journée de découverte, la prof demande s'il y en a qui sont intéressés par Internet et veulent découvrir Internet. On est au milieu des années 90, donc il faut s'imaginer qu'on parle même du 56K, on a des liaisons qui sont extrêmement faibles comparées à la fibre aujourd'hui. Ouais, le modèle, c'est le Minitel à l'époque. Pas très loin de ça. On sort du Minitel qui existe toujours, hein, c'est encore les époques du 3615. Et avec un autre copain de l'époque, on dit ouais, ok, nous ça nous intéresse, on y va. Et on a fait une petite heure d'initiation dans cette salle informatique de la Cité des Sciences, qui n'existe plus aujourd'hui, cette salle, c'est dommage. On a découvert CompuServe, on a découvert Internet avec des pages web à l'époque qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui tous les jours. Vous vous souvenez de la première page web que vous avez ouverte ? Je ne me souviens pas. Je peux vous dire qu'elle était... il y avait du texte, il n'y avait quasiment pas d'image dessus, il y avait un pauvre fond d'écran légèrement coloré, je me souviens de ça. On envoyait des mails, il y avait des logiciels de mail à l'époque, l'usage existait déjà. Et on a commencé à envoyer un mail. Et j'ai envoyé mon premier mail à ce moment-là, dans la salle. C'était ce qu'on appelle un intranet aussi. Et après, on communiquait sur Internet. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, ce truc-là, c'est génial. Et moi qui étais déjà passionné de train, je rêvais de me dire, je vais partager ma passion à travers mon propre site web sur les trains. Et ça a commencé comme ça, au fil de l'eau. Et puis, à la faveur des magazines informatiques et Internet qu'on trouvait dans la presse, les grandes époques de la presse informatique, dans les années 90, on apprenait à créer son site web, on apprenait à développer. De manière tout à fait autodidacte, vous Exactement, de manière tout à fait autodidacte. Internet, en aparté, est l'un des seuls secteurs où l'ascenseur social fonctionne très bien. Vous pouvez ne rien connaître, venir de n'importe quel secteur, et devenir développeur informatique, chef de projet, parce que vous connaissez la technique, vous l'avez apprise, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, 20 ans après, on a davantage encore de systèmes qui permettent de le faire. Et c'est vrai que cet apprentissage autodidacte, il m'a énormément plu, le fait d'apprendre, de comprendre, de rechercher, et c'est comme ça effectivement que j'ai souhaité travailler dans ce métier. Donc vous développez votre petit site internet où vous parlez de votre passion pour les trains. Ouais. Aussi un peu de généalogie, non, je crois, parce que, comme vous le disiez, l'histoire de vos parents vous importe aussi, et puis je crois que du côté de la famille de votre maman, il y a des résistants. Oui, alors quelques années après, en fait, il y avait des sites qui me passionnaient sur l'histoire. Je suis aussi un passionné de l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi lié à l'histoire familiale. Et effectivement, j'ai un grand-oncle, André Lamarre, qui était résistant pendant la guerre, qui a été fusillé en 1944 au Mont-Valérien. C'était le frère de mon grand-père, décédé il y a quelques mois. Et on a retrouvé, chez mes grands-parents, il y a plus d'une vingtaine d'années, des documents d'époque. Et j'avais un scanner, qu'on a tous aujourd'hui à la maison, généralement. Et j'ai scanné ces documents.
je les ai publiés sur un site web spécialisé dans la résistance et pour partager justement cette histoire de André Lamare. Et les documents ont servi au fil des années en fait à des passionnés d'histoire également. Et un jour, quelques années plus tard, une personne me contacte et a réalisé en fait un documentaire sur cette histoire grâce à ces documents qu'elle avait retrouvés dans une décharge et qu'elle a vu également sur Internet. Donc comme quoi cette diffusion d'informations d'années précédentes avait beaucoup servi. En tout cas, ces années-là vous forgent la conviction que vous voulez bosser dans l'Internet de toute façon et que vous ne voulez pas attendre d'avoir 18 ans pour le faire, quoi. Ouais, les infrastructures Internet, c'était passionnant. Se dire on va créer quelque chose, la partie service, on va l'héberger quelque part, et puis on va transporter ces contenus jusqu'à des millions de gens. Je trouvais ça absolument passionnant, et c'est quasiment à cet âge-là que j'ai voulu me dire tiens, un jour je créerai mon propre hébergeur, mon propre opérateur. Donc l'idée de Netalis qui a pris genèse, en fait elle n'a pas pris genèse quelques années seulement avant Netalis, c'était même plus d'une dizaine d'années avant. Et pourquoi est-ce que le système scolaire ne vous permettait pas d'apprendre, de faire vos armes et de quand même avoir ce fichu bac? C'est très général. On enferme les gens dans un moule. C'est un tout petit peu moins vrai maintenant, mais c'est encore trop le cas. Et on va consacrer, en fait, on va formater les gens. Moi, je ne suis pas dans le format. Je ne me suis jamais senti dans ce format. J'ai toujours voulu créer ma propre histoire. Et c'est vrai que le lycée, le système scolaire, enferme un petit peu trop, je trouve, les élèves là-dedans, jusqu'à ce fameux bac. On a une espèce de pression de dire « il faut ton bac pour avancer ». Pour moi, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Il faut aimer être curieux, regarder ce qui se passe, s'informer, se divertir. Je pense que c'est ça qui fait qu'on grandit, qu'on apprend des choses. Le système scolaire, bien sûr, va nous aider, va nous accompagner dans la vie. C'est essentiel. Mais le fait de dire c'est sacralisé par le bac, je trouve que c'est dommage. Donc je suis un peu sorti du cadre et c'est comme ça que j'ai voulu créer ma propre histoire. On va revenir, on est donc dans le hall ici de la CCI. Et qu'est-ce que la CCI vous a appris du coup? Vous avez rencontré des gens qui, au début, donc, vous disent non, il faut revenir plus tard. Et quand vous revenez à l'âge de 18 ans et 1 mois, qu'est-ce que vous apprenez ici? Eh bien, on va découvrir ce que c'est que la finance, la compta, le juridique, enfin tout ce qui permet de créer en fait sa propre société. Et ça, c'était gratuit, ça? C'était gratuit. C'était gratuit. Les premières formations étaient gratuites et c'est toujours gratuit d'ailleurs pour les gens qui veulent venir à la CCI. Il y a des services payants, mais aussi plein de services gratuits pour les créateurs et les créatrices d'entreprises. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont eu la chance de profiter de ces conseils pour ensuite trouver un statut. Est-ce qu'on passe en SA, en SARL? Combien il faut mettre au capital? Donc voilà, il faut comprendre tout cela pour ensuite lancer sa propre activité. Et c'est ce que m'a apporté la Chambre du commerce. S'il y a un conseil que vous aimeriez donner à un jeune ou une jeune entrepreneuse, entrepreneur, c'est quoi le principal conseil? Pense à ton marché, écoute les conseils et lance-toi. Voilà. Tu as une idée, cette idée, il faut la travailler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à quelques personnes autour de soi, s'entourer de gens qui l'ont peut-être déjà fait ou qui ont déjà créé leur propre société pour avoir plein de conseils, puis ensuite se dire « vas-y, il faut y aller, il faut tester ». On a la chance de pouvoir tester aujourd'hui en France. C'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. C'était beaucoup plus cher, beaucoup plus complexe, beaucoup plus risqué. Aujourd'hui, votre patrimoine est protégé. Vous avez plein de dispositifs pour permettre de financer les premiers mois, les premières années de votre activité. Donc c'est beaucoup plus simple de créer un projet aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les premières années n'ont pas été si simples, j'imagine, quand même. Pendant presque 3 ans, j'ai pas eu de salaire. Ça paraît bizarre, mais pendant des années, j'ai eu un salaire, je me suis fait mon activité, j'avais placé un peu d'argent. Ça, c'est quand vous étiez webmaster, développeur, là, ça marchait? Oui, j'étais en indépendant, ça fonctionnait bien. J'ai fait 2 ans pour une société franco-américaine aussi, quand j'avais à peu près 25 ans. Ça marchait très bien, ça fonctionnait très très bien au fil des années. Et puis un jour, je dis à la mère de ma fille, mon ex-compagne, je vais créer ma boîte, ça y est, c'est parti, je vais y aller, je vais le faire. Pourquoi vous vouliez créer votre boîte et pas juste rester comme ça, du coup? C'était trop compliqué de rester tout seul. Faire 12 ans tout seul, c'est bien, c'est beaucoup d'apprentissage, mais vous avez aussi vos clients qui vous disent j'ai besoin de plus de services, je veux faire plus de choses. Et là, il faut une équipe, il faut des moyens supérieurs, il faut passer à l'échelle. Et c'est là que je me suis dit, je vais créer ma boîte, je vais le faire, je vais y aller. Donc je lui dis allons-y. Et je lui dis, est-ce que tu es prête? Parce qu'il va falloir un peu assumer ce qui va se passer à la maison, c'est-à-dire financièrement, ça va être un peu plus compliqué pendant quelques temps. Et je la remercierai jamais assez, c'est une personne formidable pour qui j'ai une estime énorme aujourd'hui encore, et qui m'a aidé aussi à me lancer, et c'est comme ça que j'ai créé Netalis.
Parce que donc les 3 premières années, vous êtes PDG de Netalis, mais sans avoir la possibilité de vous sortir un salaire. On est 2,5, puis on commence à grandir un petit peu avec quelques embauches supplémentaires, mais je laisse l'argent dans l'entreprise et oui, effectivement, je choisis délibérément de ne pas me payer pendant quelques temps, le temps de lancer, d'amorcer l'entreprise. Est-ce que ce sont des périodes où, j'imagine, on trouve plus difficilement le sommeil, on a un peu peur? Ou est-ce que pas du tout? Vous étiez tellement lancé dans un TGV? Je pense que c'est exactement ça. Vous êtes lancé en fait sur vos rails, vous êtes mis dans l'aventure et vous dites je vais y arriver. L'entrepreneur, il n'a pas un tempérament qui est de se dire je vais me planter. L'entrepreneur, il doit être lucide, c'est très important, pragmatique dans ses décisions. Mais moi, je savais que je voulais faire ça. Donc il était hors de question d'aller à l'échec. Moi, je voulais y arriver. Dès les premiers mois, on a eu beaucoup de difficultés. On est sur un marché très complexe, très concurrentiel. Il fallait monter une infrastructure technique. Donc vous partez vraiment de zéro pour lancer l'aventure. Et je me souviens, je me suis dit au bout de 8 mois à peu près, on va jamais y arriver, on a eu tel problème, etc. Ça va être dangereux. Est-ce qu'on va pas avoir un projet mort-né finalement? Et puis, 10 ans plus tard, on est une vingtaine sur plusieurs régions. On a créé plus de 700 km de réseau qu'on vient de revendre pour se concentrer sur les services à nos clients. C'est magnifique. Enfin, je trouve que si la peur avait été là, bien sûr, vous risquez d'échouer. Mais le premier truc que vous avez, c'est vous avez votre projet, votre idée, vous y allez, vous déroulez. Voilà. Pourtant, vous dites bien qu'au bout de 8 mois, il y a quand même ce moment où vous vous dites qu'est-ce que je fais, quoi, stop ou encore? Ouais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je me suis dit, si je doute, là, j'arrête tout de suite. Ça va être trop dangereux, je vais jamais y arriver. Et là, non, il était hors de question d'arrêter à cause d'un vrai problème technique, financier, etc. C'était impossible. Et je l'ai fait. Et on a surmonté cette difficulté. La question suivante, elle est assez logique. Vous venez un peu d'en parler. J'imagine que pour la vie personnelle, c'est pas simple quand on est un jeune entrepreneur. Quand on est jeune, à la trentaine, qu'on se lance, c'est vrai qu'il faut être armé moralement, psychologiquement, parce que la vie d'entreprise, c'est des montagnes russes, tout le temps. Vous vivez des montagnes russes en permanence. De temps en temps, vous démarrez en bas, il faut monter en haut, donc vous avez des paliers comme ça à passer, et puis quand vous êtes en haut, vous allez prendre une décision, ça va bien se passer, il y en a d'autres qui vont moins bien se passer, vous redescendez, et ainsi de suite. Puis il y a le marché. Le marché fonctionne bien, on a de la chance, on est sur un très bon marché. Mais de temps en temps, oui, il y a des crises, il y a des aléas. La crise Covid, ça a été un peu problématique sous certains aspects. La guerre en Ukraine a fait monter le coût des matériaux. Donc le prix de mes câbles de fibre optique et du matériel, il a pris parfois 20, 25, 30%. Donc votre modèle économique, il est explosé du jour au lendemain. Il faut s'adapter. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que la personne qui partage votre quotidien, elle doit s'adapter à vous. Et vous savez, quand vous revenez à la maison, vous êtes quand même un peu vidé. Il faut vraiment faire le vide. Et vous pouvez pas être dirigeant à la maison. C'est pas possible. Vous êtes un homme. Très souvent, on vous dit c'est l'homme qui dirige à la maison. Non, je pense qu'il faut vraiment être alignés ensemble. Il faut que ça fonctionne bien. Et c'est pas adapté à tout le monde, pas tout le temps. Puisqu'on parle de la vie de famille, du coup, votre fille, si elle vous dit papa, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bac. C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels moyens tu vas te donner? Est-ce que tu as rencontré des gens pour faire ça? Est-ce que je peux t'aider? C'est ça les bons réflexes, je pense. Surtout pas de stigmatiser le projet. C'est pas grave. Si tu veux faire des études, tu les reprendras. On peut faire des études jusqu'à très longtemps. Il y a des gens à 60 ans, ils valident leurs acquis de l'expérience aujourd'hui. Et ils font des MBA, des grandes formations qu'ils n'ont pas pu faire avant et termineront leur carrière professionnelle par ça. Il y a des gens, même en retraite, qui passent le bac, en candidat libre. On vous l'a fait ressentir, ça? Le côté un peu... non, parce que du coup... Non, vous ne le dites pas aux gens que vous n'avez pas le bac forcément, mais alors je vais reformuler ma question autrement. Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu parfois un peu dans le rôle du syndrome de l'imposteur, un peu à vous dire, à culpabiliser ou du moins à vous sentir un peu mal à l'aise? Ouais, c'est bien sûr. Je travaille avec des ingénieurs. Très souvent, j'ai travaillé avec des profils de très haut niveau. Et quand vous êtes l'autodidacte, faut être à votre place, c'est sûr. Mais dans l'entrepreneuriat, moi, ce que j'admire chez les entrepreneurs et les entrepreneuses, c'est que beaucoup de gens ont des parcours tout à fait atypiques. Beaucoup de gens, dans plein de domaines d'activité. Vous avez des grands patrons, Xavier Niel, dans mon secteur, dans les télécoms, c'est un autodidacte. Le PDG de Free. Le PDG de Free, c'est un autodidacte. Quand on voit sa réussite, elle est fantastique. C'est votre modèle? Vous avez des modèles? J'ai quelques modèles.
Xavier en fait partie. Je pense que, comme beaucoup d'entrepreneurs du numérique, ça reste un modèle. Mais j'ai d'autres gens un peu moins connus qui sont effectivement des modèles, et pas que dans les télécoms, et pas que dans la tech. Moi, j'admire des patrons de l'industrie, et j'admire aussi des gens qui se battent pour leurs croyances. Dans l'entrepreneuriat, mon boucher de quartier, c'est un entrepreneur. Mon coiffeur, c'est un entrepreneur, un artisan. Je vais chez des commerces, je vais au restaurant, je vais chez des gens qui ont créé leur activité, qui ont des petites activités. Mais c'est pas grave. Le problème, c'est pas l'échelle, c'est ce que vous faites. Et c'est la passion que vous y mettez. Donc c'est vrai que quand vous allez chez un grand patron, quand vous allez dans une grosse industrie, c'est tout aussi fantastique de regarder ce qui se passe, parce que vous voyez l'innovation, l'énergie que mettent les gens. Et c'est vrai que c'est des tailles d'entreprises différentes. Mais tous les entrepreneurs ont des parcours fantastiques. La passion qu'on met dans quelque chose, on ressent toujours quand c'est bien fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que les clients s'adressent à un petit opérateur de région et pas un très gros opérateur quand ils viennent chez nous? Déjà, c'est qu'on a une chance extraordinaire sur notre marché, c'est que nos concurrents, nos deux principaux qui sont très gros sur le marché des télécoms d'entreprise, sont très médiocres. C'est les seuls que je vais oser vraiment dénigrer, parce qu'on dénigre pas la concurrence, mais franchement, c'est une chance extraordinaire qu'ils soient mauvais. Vous parlez de qui? d'Orange et de Free? C'est vous qui avez donné les noms, mais c'est pas Free le deuxième, c'est effectivement un autre en 3 lettres. Mais c'est faire du coup. Mais les deux sont tellement mauvais sur le marché des télécoms d'entreprise, c'est un duopole, ils possèdent quasiment 90% des parts de marché. C'est ce qui fait que la myriade d'opérateurs régionaux, en proximité, peut servir les clients. Et les gens qui viennent chez nous, les entrepreneurs, les services informatiques qui s'adressent à nous, ils s'adressent avant tout à des passionnés et pas à des commerciaux. On est des passionnés des infrastructures télécom et Internet. On fait fonctionner ça, on sait le faire, on a démontré qu'on savait le faire. Et c'est comme ça qu'on a un vrai fonctionnement derrière. Oui, mais on peut être passionné, pas forcément avoir le niveau technique pour y arriver. J'imagine que vos concurrents ont une armée de professionnels de haut niveau. Oui, ils ont des ingénieurs, on en a également. Mais dans les réseaux de télécommunications... Que vous pouvez payer aussi bien que s'ils travaillaient chez la concurrence? Ouais, on les paye bien. Je pense qu'on les paye bien. Jamais assez. Ils vous diront jamais assez, c'est sûr, et ils ont raison sans doute. Mais je pense qu'on les paye bien à notre échelle de PME. Et on essaie toujours de les valoriser, bien sûr. Mais ils viennent chercher chez nous le fait qu'ils vont pouvoir s'éclater sur des sujets techniques divers et variés. Là où sur des grands acteurs, ça sera sans doute plus focalisé sur des plus petits projets, où ça sera vraiment plus restreint. Chez nous, on leur dit, vas-y, le champ des possibles, il est énorme. C'est ça l'avantage des PME aussi, c'est de dire, tu as un client qui t'adresse une problématique, tu peux y répondre totalement, et on peut créer la solution sur mesure. Ça, c'est génial. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand on est à votre échelle, de voir trop grand? Est-ce qu'il faut savoir s'arrêter à un moment et rester sur son rail et pas tenter d'aller... Un entrepreneur va toujours voir très grand. Parce que c'est aussi ce qui nous caractérise. Si je commence à voir petit, moi je regarde jamais vers le bas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir au-dessus, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 3 ans, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse pas de voir petit, de voir médiocre, c'est quelque chose que je déteste, la médiocrité. Donc non, je veux voir toujours des projets qui sont à notre taille. Et inversement, il faut savoir à un moment donné passer des paliers. Et ça, c'est important. Il faut savoir prendre des décisions stratégiques. On a vendu notre réseau, qu'on avait mis 10 ans à construire. On l'a vendu il y a quelques semaines, notre filiale, parce qu'on ne pouvait plus la développer. C'était trop d'endettement, c'était trop de besoins pour la faire passer à l'échelle. Donc on est allé voir un industriel de notre secteur. On lui a proposé de racheter cette filiale et de la développer, en nous ayant, nous, Netalis, l'opérateur de service, comme client, et en se focalisant sur notre métier qui est de répondre aux clients à travers la fourniture de services télécoms et de services numériques au sens large. Donc je pense que c'était un choix stratégique majeur, et ça, c'est vraiment ce qui nous fait grandir et ce qui va refaire grandir l'entreprise. Et si demain, Netalis, on se dit, on n'y arrive pas parce que le palier qu'on atteint, il est finalement peut-être un peu spécial et qu'il faut passer encore plus haut, mais que le palier est trop important, on fera un adossement industriel, on ira revoir en partenaire et on refera grandir l'entreprise. C'est la vie de ce qu'on fait. Quand je vous entends parler, je parle avec un entrepreneur qui n'a pas du tout fait des études d'entrepreneuriat. C'est ça qui est intéressant du coup. Vous avez tout appris sur le tas en fait et vous vous exprimez très bien. Vous êtes fier de ça, j'imagine? Je pense que c'est grâce à ceux qui m'ont entouré que j'ai réussi. Les profs, même si je détestais certains profs et certaines matières, m'ont apporté un socle de base essentiel. L'ascenseur social a parfaitement fonctionné ensuite avec des patrons, des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé pour devenir ce que je suis et ce que j'ai créé. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez appris là, j'imagine que ça se donne aussi en cours. Il faut peut-être
Est-ce qu'il faut aller vers ces écoles-là pour apprendre ça, ou est-ce qu'on peut apprendre sur le terrain comme vous l'avez fait? Les deux se valent. Les deux se valent. Je pense qu'aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont autodidactes pour certains et qui sont des ingénieurs pour d'autres. On se respecte tous. On vient tous de milieux différents, de parcours différents, et c'est ça qui fait le socle de l'équipe, de l'entreprise. Donc, je pense que si j'avais fait des études, j'aurais peut-être été plus formaté sur d'autres choses pour prendre certaines typologies de décisions ou faire certaines choses que je ne fais pas aujourd'hui parce que je vais les faire complètement différemment avec un autre état d'esprit, une autre philosophie. J'ai dit en introduction que vous êtes né à Besançon, vous avez grandi à Besançon, vous travaillez à Besançon, vous auriez pu, et ça aurait été peut-être plus efficace de se rapprocher de Paris, ou vraiment tout ça c'est du fantasme et qu'on n'est pas obligé de se rapprocher de la capitale en France pour pouvoir bien travailler? Moi j'ai une croyance, c'est qu'on fait des choses magnifiques en région. Quand vous êtes à Paris, que vous voulez créer votre start-up, vous avez 10 000 projets là qui sont à financer. Très compliqué de trouver du financement dans des banques, des partenaires. Quand vous êtes en région, vous avez un peu moins de monde. Oui, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, j'imagine, doit recevoir beaucoup de candidats. Par exemple. Et puis vous avez beaucoup d'écosystèmes, d'incubateurs. C'est plus compliqué, je pense. Quand vous êtes en région, on vous accompagne, le territoire vous valorise, il essaie de vous aider à vous développer. Donc forcément, j'ai trouvé peut-être plus facile, sous certains aspects, de rester ici, dans le territoire, à Besançon, pour lancer l'aventure, plutôt que d'être à Paris où il y avait plus de concurrence pour créer des boîtes, puis aussi dans mon secteur d'activité, bien sûr. Vous vous êtes pas payé pendant 3 ans au début. Est-ce que là, vous estimez que vous gagnez bien votre vie ou ça pourrait être mieux? Comment est-ce que vous vous positionnez? L'argent ne fait pas mon leitmotiv de me lever le matin. Ce qui fait mon leitmotiv, c'est est-ce que les gens sont contents de ce que je fais, est-ce que mes clients sont contents, et est-ce que le gain final, oui, c'est le bon. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un salaire qui est confortable. J'adorerais avoir plus, parce que je pourrais sans doute faire plus de choses, investir dans d'autres choses qui pourraient me plaire. Mais sincèrement, je pense que je me plais avec ce que j'ai. C'est déjà bien, c'est cool. Mais peut-être qu'un grand groupe, un grand opérateur pourrait vous appeler, vous demander de bosser pour eux? J'attends leur appel quand ils veulent. Non, je pense que il faut garder des stades de développement en pensant à ce qu'on a créé, ce qu'on a fait. Mes clients viennent chez moi parce qu'on est à taille humaine, on est un opérateur de proximité. Si demain on perd cet ADN, bien sûr qu'on peut grandir et bien sûr qu'on peut faire d'autres choses. Mais si on perd notre ADN, on va perdre des clients. C'est une évidence. Et les clients, ils viennent avant tout parce qu'on a cet ADN où on est proche d'eux, on les connaît, on sait ce qu'ils veulent faire, on sait où ils veulent aller et on les accompagne. Ce que ne peuvent pas faire mes confrères qui sont parfois trop grands, avec des process beaucoup plus industriels. C'est utile dans plein de domaines, mais c'est beaucoup plus compliqué pour répondre à des solutions et imaginer des choses sur mesure pour des clients de l'autre côté. La prochaine étape pour vous, c'est quoi? Faire grandir l'entreprise, toujours. Toujours. L'amener sur un autre palier. Là, on est en train de la pivoter, on est en train de changer de modèle. Donc j'ai très envie de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Et puis, on y arrivera toujours. Il y a toujours des solutions. Mon métier de tous les jours, c'est de trouver des solutions dans tous les domaines. La finance, le juridique, la compta, c'est pas simple, je peux vous garantir que c'est très très compliqué de temps en temps. Et puis de faire connaître la boîte, de faire connaître nos offres, nos solutions, de faire des nouveaux produits. C'est ça qui est passionnant, donc on a plein de choses à faire. Dans l'entrepreneuriat, on a parfois tendance un peu à moquer l'État-providence, l'État qui aide un peu trop les gens, mais j'imagine que ça a des avantages quand même de se lancer dans l'entrepreneuriat en France. Ça a eu pour vous, j'imagine, des avantages en matière d'aide. Est-ce que ça aurait été plus simple ailleurs? On a été aidé par le département du Doubs et par la BPI, qui sont des très bons dispositifs de financement et de l'amorçage de la création d'entreprises. On n'a pas eu beaucoup d'autres aides, parce que je pense que la subvention, ça fait pas le job, en fait. Vous construisez pas votre modèle économique sur de la subvention, ça fonctionne pas. C'est quelque chose, surtout dans la raréfaction des fonds publics, aujourd'hui, ça fonctionne de moins en moins. Mais oui, ça a aidé à amorcer quelque chose. Mais je pense que ce qui est le meilleur dans l'entreprise, ça reste le chiffre d'affaires. Est-ce que nos clients, dès le départ, nous ont fait confiance? Je remercierai jamais nos premiers clients, jamais assez nos premiers clients de nous faire confiance et nous dire « Ok, je fais confiance à un opérateur qui démarre pour une activité stratégique, me connecter, j'ai toute ma productivité quand même qui passe là-dedans. » Et nos clients aujourd'hui, je pense qu'ils sont très satisfaits. Nos clients d'il y a 10 ans, on en a encore aujourd'hui. J'imagine que ça marche aussi beaucoup sur ça. Vous parlez de confiance. À votre tour, vous faites confiance à des jeunes aussi? Oui, bien sûr. On a quelques jeunes qui sont passés dans l'entreprise, parfois qui y sont encore.
Une des fiertés, c'est quelqu'un qui est arrivé en stage, qui a fait son alternance sur Netalis, qui a fait sa licence ensuite, qui a fait son master et qui aujourd'hui est en CDI dans l'entreprise. Et c'est un de mes profils qui m'accompagne énormément depuis un peu plus de 5 ans. C'est magnifique d'avoir cette évolution, cette progression et de lancer des jeunes à mon tour. Oui, je pense que c'est chouette. Est-ce que vous avez un regret dans votre parcours ? On vit pas avec des regrets, mais je pense que bien sûr, il y a plein de choses que j'aurais pu faire autrement. Bien sûr, évidemment. Je pense que on aurait pu peut-être faire des choses à l'international. On l'a pas fait. Mais je pense qu'il faut pas vivre avec des regrets. Il faut se laisser porter. L'entrepreneuriat, c'est une aventure incroyable. C'est quelque chose où ça vous fait tellement grandir, ça vous fait tellement évoluer que, en fait, votre création, elle est sans limite. Et puis, si vous vivez avec des regrets, vous vous arrêtez, vous faites rien, ça vous aide pas. L'entrepreneuriat, c'est l'inverse. Vous avez toujours cette envie de vous dépasser, de montrer que vous avez du courage, de vous dépasser et de trouver des solutions. Encore une fois, moi, c'est ce qui me plaît tous les jours. Après, l'entrepreneuriat, c'est aussi un univers très dur. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de fermer leur entreprise, de déposer le bilan. C'est ça aussi la réalité. C'est pas simple. C'est le risque. C'est le risque. On n'a pas connu des choses toujours très faciles sur Netalis. C'est comme toutes les boîtes. Toutes les entreprises, à toutes les tailles, depuis l'artisan qui a son carnet de commandes vide, jusqu'à une ETI qui fait de la pièce industrielle, qui voit son carnet de commandes chuter peut-être de 30-40% parce qu'ils ont la concurrence de la Chine. Vous avez des aléas partout, mais vous devez vous adapter, trouver des solutions pour refinancer, pour gérer votre endettement, pour trouver des nouveaux clients, pour faire pivoter votre modèle économique, votre modèle technique. Donc vous devez vous adapter. Et là aussi, c'est ça qui est passionnant, c'est que vous lâchez pas comme ça. Il faut rester lucide, pragmatique dans vos décisions, toujours, en cas de crise, en cas de développement très haut. Il faut jamais se dire « on a gagné, on a réussi ». Jamais. Ça, c'est quelque chose, ça marche pas. Mais vous devez jamais abandonner trop vite, parce qu'il y a toujours des solutions. Je crois que vous avez un rêve, c'est de faire l'Orient Express. C'est un très grand rêve. Ouais. Je sais, vous êtes tellement dingue de train que je sais que quand l'Orient Express passe à Besançon, vous venez attendre des minutes pour réussir à faire une photo. C'est un peu ça. Je me suis retrouvé en 2024 à 2 reprises face à l'Orient Express. Une fois à la gare de Dijon, je descendais du TGV et j'ai fait une photo sur mon Insta où j'ai dit le rêve est sur la voie d'à côté. Mon rêve est sur la voie d'à côté. Vous pouvez m'amener sur n'importe quoi. Je veux faire l'Orient Express un jour. Je vais atteindre cet objectif, c'est un peu mon rêve ultime. Et un autre matin, un jour, je repars cette fois-ci dans l'autre sens, à Paris, depuis Besançon. Et cette fois-ci, par hasard, j'attendais une navette. Et en regardant, à 5 h du matin, c'était un des premiers trains, sur une des voies, je vois l'Orient Express qui était à l'arrêt. Je cours, j'étais en costume ce jour-là, je cours, je rechange de quai, et je me retrouve face à l'Orient Express à l'arrêt. Je prends des photos, qu'on fait un petit buzz d'ailleurs local, et ça c'est vraiment passionnant. Je me dis je travaille aussi pour ça. J'ai envie de me le payer un jour et je sais que je vais y arriver bien sûr. Vous pouvez déjà vous le payer. Je pourrais peut-être le faire dans pas très longtemps. Pourquoi ça vous... C'est quoi, juste qu'on réexplique pourquoi ça vous plaît autant ce symbole-là? C'est un train mythique et le voyage en train je trouve que c'est merveilleux. Ça représente plein de choses. La découverte des territoires, la découverte du monde. Aujourd'hui, en plus, les gens prennent le train de plus en plus. On crée des lignes de train qui traversent les pays. Il y a même une ligne de train, moi je rêve de faire un autre voyage, c'est Lisbonne-Hanoï, 21 000 km en train. Ça, c'est un autre très grand projet de voyage. Et je trouve que c'est une façon de vivre la vie autrement. C'est beaucoup plus lent. Paradoxalement, alors on parle de la grande vitesse aussi, mais l'Orient Express, c'est l'éloge de la lenteur, de la découverte des paysages. Et paradoxalement, on a besoin de ralentir. Nous, les chefs d'entreprise, on est tout le temps dans le jus. On se projette à 5 ans, on a l'immédiateté. Quand on est dans la tech, vous imaginez bien qu'en plus, on a les réseaux sociaux, on doit fonctionner avec what 1000 trucs qui vous arrivent tout le temps. Et le train, l'Orient Express, c'est l'éloge de la lenteur. Vous vous retrouvez, vous avez le temps de penser, de voir d'autres choses. Moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est marrant parce que du coup, je me dis qu'entre le réseau de résistance de votre famille, les réseaux de votre entreprise, les réseaux de l'entrepreneuriat, les réseaux de la fibre, en fait, votre vie, c'est une histoire de réseau, quoi. C'est une histoire d'interconnexion. J'aime bien interconnecter les gens, les amis, la famille. Et je pense que c'est passionnant. C'est passionnant. J'ai eu la chance, je trouve, depuis 20 ans, de faire que des choses qui me passionnent. Je n'ai pas fait une seule chose qui ne me passionnait pas. Parfois, c'était très dur. J'ai quasiment jamais abandonné. Et je trouve que ça aussi, c'est une petite fierté personnelle. C'est de dire,
face à des situations complexes, n'abandonne jamais. Et c'est finalement un petit peu aussi l'héritage familial, de dire mon grand-oncle, lui, il est mort pour un idéal, pour quelque chose, avec cette notion de résistance, de résilience. Je suis très empreint de ça. Et j'ai envie de garder cette image et de transmettre ça. N'abandonnez jamais. Et quand ça ne fonctionne pas, vous en parliez tout à l'heure, il y a des solutions, toujours, tout le temps. Et les gens qui vous font confiance, ils savent que vous allez y arriver. Vous n'allez pas les lâcher en cours de route. Vous allez imaginer des nouvelles solutions pour arriver à votre objectif. Et ça, vraiment, c'est le truc le plus passionnant qui soit. Bon, on attend la photo, le selfie à bord de l'Orient Express, alors du coup. Je vous le ferai, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Merci Nicolas Guillaume. Merci.